chère étudiante, chers étudiants, la présentation que je vais faire maintenant, il faut la lire comme un complément pour le cours qui vous a été déposé dans la plateforme et qui est suffisant pour les acquisitions programmées et en vue de l'évaluation bientôt en ce module intitulé Éléments de critique littéraire. Et donc, que je rappellerai, le sort de polycopier que vous avez, que j'ai déposé sur la plateforme, il comporte d'abord une partie de cours théorique qui rappelle et en même temps qui met en exergue à travers des analyses les principaux éléments critiques qui ont traversé ce XXe siècle riche en réflexion sur le texte littéraire depuis l'avènement de Contre Sainte-Beuve de Proust en passant par le livre à venir de Maurice Blanchot et Jean-Paul Sartre sur ses écrits sur la littérature française et tout particulièrement Roland Barthes envers lequel j'ai une certaine fascination, Riffater et la réhabilitation de l'auteur par Umberto Eco. Donc vous avez largement sous les yeux, vous avez en votre possession tout un programme qui vous aidera à voir comment l'approche critique littéraire aujourd'hui, elle s'est inscrite dans un premier temps dans une mort de l'auteur programmée, qui nous fait rappeler cet adage de Maurice Blanchot dans l'œuvre à venir. Il faut rappeler, bien sûr, il est nécessaire, comme disait-il, de rappeler à l'auteur que ce n'est pas lui qui écrit son livre, mais qu'il s'écrit sans lui, et qu'aussi lucide qu'il désire être, il est livré à une expérience qui le dépasse, si même elle le menace dans un obscur mouvement. Et bientôt verra le jour après Umberto Eco qui nous dit ceci de très important, cet élément qui va nous servir comme élément des critiques. Je savoure les reins des formules, le renversement des origines, la désinvolture qui fait venir le texte antérieur du texte ultérieur. Je comprends l'œuvre de Proust. Et moins pour moi l'œuvre de la référence, la mathésis générale, la mandala. Ce n'est pas une autorité. Simplement un souvenir circulaire, et je soulignerai le mouvement circulaire, et c'est bien cela l'intertexte, l'impossibilité de vivre hors texte infini, que ce soit Proust, ou le journal quotidien, ou l'écrit télévisuel, le livre fait sens, le sens fait le livre. En effet, et je citerai encore pour encore étoffer cette partie théorique, René Char, qui nous rappelle qu'en poésie, on n'habite que le lieu que l'on quitte, on ne crée que l'œuvre dont on se détache, on obtient la durée qu'en détruisant le temps. De quoi s'agit-il pour résumer dans cette partie théorique? Il s'agit de cette approche intertextuelle qui a vu le jour avec Kristeva sur le plan de la terminologie, mais qui est vieille comme le monde et qu'on retrouve surtout dans le débat qui a opposé, si vous voulez, les classiques aux humanistes du XVIe siècle et particulièrement Blaise Pascal à Montaigne. Blaise Pascal qui nous dit ceci: l'imitation de Montaigne est une émulation. Qu'on ne me dise pas que j'ai rien dit de nouveau, la disposition est nouvelle. Quand je joue à la pomme PAUM, c'est-à-dire l'ancien jeu de tennis, c'est d'une même balle que je joue à l'autre, mais à la place, mieux. Donc, pour résumer, un texte est toujours un commentaire des textes qui l'ont précédé, de la même manière que c'est un texte, que c'est un commentaire des textes qui vont le succéder, de manière à le mettre, pour me citer, à le mettre en rapport avec lui. Et je retiendrai pour cette partie théorique l'approche de Michel Riffater qui me paraît plus judicieuse en ce sens où elle nous renvoie à un dictionnaire qu'on va construire ensemble pour la lecture de Proust et qui définit l'intertextualité comme un ensemble de textes que l'on peut rapprocher de celui qu'on a sous les yeux, que l'on retrouve dans sa mémoire à la lecture, c'est-à-dire l'impression d'un déjà lu, d'un déjà vu. Alors, concernant le texte de Rimbaud, vu les temps difficiles qu'on vit sur le plan du cours présentiel qui ne peut pas se faire lieu, j'ai décidé de faire l'approche de ces poèmes uniquement à partir de relations avec le grand poète Baudelaire, qui est le plus grand maître de Rimbaud.
Et donc, on escamotera, on laissera de côté les influences de la Bible, ou le rapport qu'on retrouve, les intertextes bibliques qu'on retrouve dans ces poèmes de Rimbaud, de la même manière les intertextes romantiques. Et donc, on gardera que le rapport qui lie Rimbaud à son maître Baudelaire dans les textes que nous avons au programme, et qui sont barbares, après le déluge, ouvriers, prologue, les sœurs de charité et les chercheuses de poux. Donc relativement des textes très courts et un programme moins chargé que l'année dernière. Donc, il s'agira, donc je vais faire, vous avez, le deuxième point sur lequel je veux revenir, c'est que dans le sort de polycopier, le programme que je l'ai posé, vous avez deux exemples d'interprétation à partir de des poèmes donnés, deux exemples d'illustration, d'analyse intertextuelle. Il s'agit d'un exercice corrigé sur le texte de Barbare et d'un exercice corrigé sur le texte après les Sœurs de Charité. Aujourd'hui, je vous ferai une illustration d'une approche intertextuelle du texte de prologue et je reviendrai sur les Sœurs de Charité qui me paraissent être le poème le plus représentatif de cette tension, parce qu'il s'agira de tension qui définit la relation qu'entretient Rimbaud avec son maître Baudelaire. Le troisième point, donc vous avez dans le polycopier une partie théorique très importante qui résume un travail de longue haleine. Vous avez deux exercices corrigés qui vous montrent ce que c'est une analyse intertextuelle. Et vous avez bien sûr, parce qu'on peut se poser la question, les clés, comment didactiser la chose, comment didactiser, comme disait un de mes collègues, d'une manière très intelligible, comment didactiser une écriture hermétique très difficile, parce que Rimbaud est considéré comme un auteur hermétique. Comment le didactiser? Eh bien, on constituera une bibliothèque ensemble, avec des codes que je vous donne aujourd'hui et qui sont, je le rappelle, donnés dans deux exercices. Et bien sûr, vous avez un chapitre intitulé « L'ivresse intertextuelle » que j'ai sous les yeux, et qui vous présente les influences de Rimbaud sur d'autres poètes à travers trois poèmes, à travers le poème, je cite ici l'Albatros, Les Aveugles, L'harmonie du soir et Une passante. 4 poèmes, à mon sens, qui pourraient résumer l'esthétique. Et là, le mot esthétique, il faut le prendre au sens du terme philosophique du terme, celui de Kant, c'est-à-dire le goût, ce qui plaît universellement sans concept, les sensations surtout, et la musicalité, qui est une ivresse chez Baudelaire. Rimbaud. Donc vous avez un article, bien sûr, qui vous donne, parce qu'en principe, il est inconcevable que des étudiants qui vont avoir la licence et qui vont quitter l'université ne connaissent pas le plus grand poète Baudelaire. Baudelaire est considéré comme le carrefour de la poésie française parce qu'il va, comment dire, il va convoquer, il va investir la fleur de Ronsard, la poésie humaniste, il va l'investir. Il va également investir la question pascalienne qui est celle de l'ennui. Et il va les moderniser, bien sûr, en faisant de cette fleur humaniste, de cette beauté, en faisant de cette beauté une beauté baroque, le mal. Et je citerai Georges Bataille pour ceux qui veulent plus approfondir et le marquis de Sade. Donc vous avez, pour dire les choses clairement, vous avez à votre disposition, mon intervention n'est qu'un complément et une illustration que je vais bientôt faire tout de suite. Vous avez à votre, parce que certains se posent des questions de difficultés à propos de cette matière, non, vous avez les clés, ils vous ont proposé dans ce polycopier. Alors, je vais aller vers l'essentiel et je vais, donc vous avez, comment peut-on, je vais prendre un résumé de Baudelaire. Baudelaire, c'est toujours les fleurs du mal, c'est-à-dire les plaisirs cutus. Vous avez ici les plaisirs cutus, vous avez également
Sous le fouet, sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi tranquille. Tu réclames le soir. Il descend, le voici, une atmosphère obscure enveloppe la ville. Aux uns portant la paix, aux autres le souci, pendant que des mortels la multiplient en ville sous le fouet du plaisir. L'oxymore, que certains psychologues diront sadomaso, hein. Nous, on s'intéresse à l'esthétique, on s'intéresse à la critique littéraire, à l'intertextualité. Ce bourreau sans merci, ma douleur, donne-moi la main, viens ici. Cet amour, cette douleur qui est créatrice, cette esthétique symboliste où l'auteur ne fuit pas le réel fuligine noirâtre, mais il va l'approfondir pour le transfigurer. Vous m'avez donné la boue et j'en ai fait de l'or, disait Baudelaire. Je vais aller à une illustration en lisant le prologue à Une saison en enfer, et en se disant déjà en quoi ce prologue me renvoie d'abord directement à Baudelaire, à l'esthétique baudelairienne. C'est ça ce qui nous est demandé. Et très vite, en filigrane, je reviendrai sur les débuts, très vite en filigrane, regardez, je lis, j'ai appelé les bourreaux pour en périssant mordre la crosse de leur fusil, j'ai appelé les fléaux pour m'étouffant avec le sable, avec le sang, le malheur a été mon Dieu, je me suis allongé dans la boue. Et là je m'arrête, je me suis allongé dans la boue, et tout de suite l'impression d'un déjà vu, d'un déjà lu, c'est très connu, Baudelaire, ça vous l'avez comme clé. Baudelaire nous disait, vous m'avez donné la boue et j'en ai fait de l'or. C'est ça l'esthétique baudelairienne, c'est-à-dire transformer, nous apprendre à investir le réel, fuligineux, le noirâtre, et le transformer. Le poète, il est à cette image du philosophe platonicien, c'est-à-dire il va investir le réel, la souffrance, qui va lui permettre d'atteindre l'idéal. Très vite, Rimbaud semble refuser l'idéal. Et je peux partir de ce constat. Je me suis allongé dans la boue. Si pour Baudelaire, vous m'avez donné la boue, il transforme la boue en idéal, Rimbaud, et c'est ça, ça sera ici la thèse que nous allons retrouver dans tous les poèmes, sauf deux poèmes, Les chercheuses de poux et Aube, à l'exception. Mais si on prend Barbare, Après le déluge, Prologue, les trois poèmes, ils s'inscrivent dans ce refus de Rimbaud d'idéal. Pour Rimbaud, la souffrance ne donne pas nécessairement accès à l'idéal, mais plutôt elle doit être approfondie pour une révolte. C'est ça la thèse. Et donc très vite, je me dis, ma thèse, elle est là, c'est que Rimbaud prend ses distances avec l'esthétique de son maître qu'il a vu naître, Baudelaire. Et je vais lire le poème à partir de cette dialectique, c'est-à-dire que fait Rimbaud tout simplement de l'oxymore baudelairien, les fleurs du mal, le plaisir qui tue, dans une passante. Jadis, si je me souviens, je vais lire le poème très vite pour décliner les intertextes et les allusions qui renvoient à Baudelaire et à partir de lesquels je vais m'interroger sur cette tension. Flaubert nous disait, on adore, on brûle ce qu'on adore. Il me semble que c'est le cas de Rimbaud qui brûle son maître. Jadis, si je me souviens, ma vie était un festin où s'ouvraient les cœurs, où tous les vins coulaient. Au-delà de l'intertexte biblique ici, le festin, l'incise, jadis, si je me souviens, c'est une parenthèse, parce qu'on peut dire jadis, ma vie était un festin, on peut enlever si je me souviens, donc l'incise ici, elle est complètement ironique, elle est totalement ironique. Pourquoi ne pas se souvenir d'un festin ancien? Et bien sûr, le souvenir, on sait que c'est un thème très 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 cher. J'ai des souvenirs comme si j'ai 1000 ans, disait Baudelaire. Un thème très cher à Baudelaire, et bien sûr, nous allons de fil en aiguille et on va assister à une gradation de rupture avec l'oxymore baudelairienne. Un soir, pas le soir où il fait nuit, un soir sur le plan actentiel, ce péché originel, comme disait Baudelaire, cette chute du paradis. Un soir, j'ai assis la beauté avec majuscule, j'ai assis la beauté sur mes genoux et je l'ai trouvée amère et je l'ai injuriée. Et je renverrai ici à la beauté du poète
à la beauté qui est un poème très très cher à Baudelaire. Et voilà. Donc, cette beauté qui est pour Baudelaire, il y a un poème qui est intitulé Beauté, hein, intitulé Beauté, que je n'ai pas ici, c'est pas grave. Et je rappellerai les étudiants que beauté, le mot beauté, il renvoie naturellement, la question est posée, est-ce qu'il ne renvoie pas à beauté, à celui de Baudelaire? Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux. On trouve aussi la beauté, on la retrouve chez la maison du berger de Vigné, mais bon, j'ai escamoté, j'ai écarté les influences et les intertextes avec la poésie romantique pour garder finalement Baudelaire. Et je l'ai trouvé amer et je l'ai injurié. Et je l'ai trouvé amer et je l'ai injurié, dirais la musicalité, on la retrouve ici. C'est peut-être de Verlaine, de la musique avant toute chose, et pour cela préfère l'impair. C'est une réponse peut-être, et je l'ai trouvé amer. Et il n'a pas rejeté. La beauté chez Baudelaire, dans le beauté ingénue, il le dit ingénue, il la trouve amère, mais comment ça s'appelle, il l'épouse parce que elle est la source de sa création. Pour Rimbaud, non. Il y a un rejet ici, un rejet. Je me suis armé contre la justice, je me suis enfui aux sorcières, aux misères, aux haines. C'est à vous que mon trésor a été confié. Et donc, je n'irai pas sur les interprétations ou les intertextes religieux. Je me posais juste cette question, qu'est-ce que fait Rimbaud de la thématique Les fleurs du mal? Il nage dans la boue, on l'a vu, je nage dans la boue. Je me suis allongé dans la boue, je me suis séché à l'heure du crime et j'ai joué des bons tours à la folie. Et nous retrouvons décliné durant tout le poème l'approfondissement du spleen baudelairien. Il garde le spleen comme une thématique très 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 majeure. En tout cas, l'appel à Baudelaire, à la rupture avec Baudelaire, à la prise de distance, à la tension, l'ambiguïté qui existe avec Baudelaire, elle est tellement flagrante que ici, Rimbaud, dans le dernier verset, hein, certains diront roman en prose, moi je dirais verset, dans le dernier verset, dans une sorte de supplice qui rappelle la relation que lie l'esclave à son maître. Ah, j'en ai trop pris, mes chers Satan. On sait que Baudelaire, il a excellé dans la description de Satan dans ses poèmes. Qui est Satan? Ici, bien sûr, l'hypothèse est avancée dans ce rapport intertextuel. Ça ne peut être que Baudelaire. Pourquoi ça ne peut être que Baudelaire? Pour deux raisons. Parce que nous avons encore ici l'oxymore qui est convoqué. Regardez. Ah, j'en ai trop pris, mes chers Satan, je vous conjure, une prunelle moins héritée. Et nous retrouvons les fleurs du mal. Hérité, le mot très cher à Baudelaire. Une prunelle moins héritée, ça veut dire la prunelle est trop héritée. Est trop héritée pour Rimbaud. Et on se pose la question, est-ce qu'il n'y a pas là, dans prunelle, une sorte d'ironie? La prunelle, ça veut dire la fleur qui est héritée. Mais en attendant ces quelques lâchetés de retour, vous qui aimez cataphore, c'est-à-dire il va définir qui est ce Satan. C'est pas Satan de la Bible, bien sûr, c'est un Satan écrivain, c'est un Satan qui aime les écrivains, c'est un Satan qui inspire les écrivains. Vous qui aimez dans l'écrivain l'absence de faculté descriptive, instructive. Et on se retourne, c'est ça l'intertextualité, on se retourne vers les poèmes de Rimbaud, de Baudelaire, vers l'histoire littéraire, qui est ce poète qui n'aimait pas la description. Et l'instruction, ça veut dire la morale, c'est bien sûr Baudelaire. Et on voit comment, dans tout le poème, il est célébré. Le poème, en effet, il n'y a pas de description, il n'y a pas d'instruction dans le sens où il y a tout ce qui est contre la morale. Tout ce qui est contre la morale est là. Je me suis armé contre la justice. Il est contre la justice. Il s'allie avec la sorcière, il s'allie aux misères, il s'allie avec la haine. Il offre son trésor à ces personnages de la mythologie que la Bible renie, que la Bible... il s'allie à Satan, au démon.
Tu resteras ien, serait écrit le démon qui me corona de si aimable pavot. Et aimable pavot, bien sûr, on retrouve ici les paradis artificiels, la drogue, si vous voulez. Gagne la mort avec tes appétits et ton orgueillisme et tous les péchés capitaux. Bien sûr, tout est dit là très très vite en filigrane pour vous donner un arrière-goût à ce que c'est qu'une comment s'appelle, une approche intertextuelle. Il resterait, pour exceller, de confirmer mes analyses et je pourrais rappeler les passages parallèles. C'est quoi un passage parallèle? Un passage parallèle, ça peut être une périphérie de l'intertextualité, c'est-à-dire l'intertextualité quand je fais diagoler, l'impression d'un déjà-vu, les intertextes, la perception dans ma tête d'une bibliothèque qui renforce ma lecture d'un texte. Et les passages parallèles, ça serait devant une difficulté ou pour confirmer mes hypothèses, je convoquerai des passages d'un autre poème. Et bien sûr, la lecture de ces poèmes peut conforter notre analyse, peut nous rappeler des passages parallèles. Et très très vite, je pense à Après le déluge et au refrain qu'on ne peut pas oublier, dans lequel le poète nous dit « Oh les fleurs !» Oh, les pierres précieuses qui se cachaient et les fleurs qui s'ouvraient déjà. Et nous avons l'antithèse entre cachées et les fleurs ouvertes. Et les fleurs ouvertes, ça ne peut être que la poésie de Baudelaire. Et on voit comment, dans une antithèse, et vous le verrez dans les trois textes, Rimbaud met toujours en valeur la poésie, sa poésie, qui s'inscrit comme un refus de la poésie de Baudelaire, tout simplement. D'autres textes viendront pour renforcer, et je penserai à comment s'appelle, Ouvrier, dans lequel il est plus clair. En tous les cas, vous l'aurez compris, l'approche intertextuelle que nous envisageons ici, elle est une réflexion sur les poèmes de Rimbaud à partir des influences ou de la relation qu'il entretient avec son maître et qui paraît dans les trois poèmes, Barbare, Ouvrier et Prologue, qui paraît brûler son maître qu'il adore. À présent, j'irai dans un poème pour finir cette intervention que je rappellerai. Elle n'est là que pour rappeler, pour renforcer, car tout est dit et vous avez un programme qui vous est posé à la faculté qui est largement suffisant. Ici, je parlerai très brièvement des sœurs de charité. Les sœurs de charité, qui est, vous trouvez une analyse sur Internet, elle est très erronée, c'est sûr, hein, parce qu'on a souvent considéré les sœurs de charité comme un poème mineur. Existe-t-il d'ailleurs des poèmes mineurs? C'est un poème très intéressant et qui, pour moi, retrace ici, par contre, la fascination. Là, il passe, c'est des tensions, c'est comme quelqu'un, d'ailleurs, il dit à la fin du poème prologue, « Je vous détache, mes chers Satan », à la fin, je vous détache, c'est quelques hideux feuillets de mon carnet de damnés. Donc, il lui offre le poème. Il lui fait une dédicace. Dédicace à qui? À Satan, à Baudelaire. Peut-être une façon de lui dire, voilà, je vous montre une nouvelle poésie. Vous êtes mon maître, mais je vais vous dépasser. Certainement, la pierre précieuse qui s'est cachée déjà, et dont l'autre refrain s'enfuissant. Ça veut dire une poésie qui est de plus en plus hermétique. Et d'ailleurs, à la fin de Parade, il le réclame lui-même, « J'ai seul les clés de cette parade sauvage ». Il annonce, il exhibe dans une prétention qui lui est particulière. Alors, les sœurs de charité, très vite, je retrouve du Baudelaire, très vite. Je retrouve des Baudelaire. Comment je retrouve des Baudelaire? À travers, je citerai la strophe 5, nous avons question. Nous avons toute une gradation. Question, strophe 5. Nous avons question 5, nous avons passion, strophe 5, et nous avons action 7 et obsession. Nous avons donc une gradation 5 et 7.
dans le 5, nous avons question. Aveuglé, irréveillé aux immenses prunelles, tout notre embrassement n'est qu'une question. C'est toi qui prends à nous porteuse de mamelles. Il parle de la femme. Nous te berçons charmante et grave passion. Et je reviendrai tout à l'heure. Ce sont des mots à la rime qui sont en diarèse. Et après, quand la femme portait un insensé l'épouvante, amour, appel, vie, chanson d'action, viennent la muse verte et la justice ardente, la déchirer de leur auguste obsession. Donc j'essaierai d'être bref. Tous les fleurs du mal peuvent être situées dans cette gradation. En effet, les fleurs du mal commencent par un poème intitulé Au lecteur, qui définit bien sûr le projet baudelairien. Ça veut dire, il faut pas oublier que le recueil, c'est aussi, il faut le lire dans sa suite. C'est très important, même si chaque poème peut être lu séparément, il n'acquiert sa signification que dans un projet d'ensemble qui renvoie à l'œuvre. Et donc vous avez au lecteur extraordinaire, au lecteur qui justement définit la question. Donc la question, c'est quoi la question? Alors, le Rimbaud, il commence à la strophe 7 par introduire. Si vous voulez, il résume les fleurs du mal en cette gradation, action, obsession. À la fin, il finit. Ou bien question, passion, action, obsession. C'est quoi la question pour Baudelaire? La question pour Baudelaire, elle est aussi dans les sœurs de charité. Il s'ennuie dans les sœurs de charité parce qu'il est délaissé par les sœurs de charité. Quelle est cette question? C'est l'ennui. Et il le dit. Il en est plus. Parmi les morts, il le dit au lecteur, mais parmi les chacals, les panthères, ça c'est Baudelaire, les lys, les singes, les scorpions, les vautours, les serpents, les monstres glapissant, hurlant, grognant, rampant dans les ménageries infâmes de nos vices, il en est un plus laid, plus méchant et plus immonde. Quoiqu'il ne pousse ni grand geste ni grand cri, il ferait volontiers de la terre un débris et dans un bâillement avalerait le monde. C'est l'ennui. Donc nous avons le même thème. Donc Rimbaud commence dans ce texte par l'ennui. Après, il parle de passion. C'est toi qui prends à nous, porteuse de mamelles, notre berçon charmante grave passion. Pour Baudelaire, la question de l'ennui, ce qui est intéressant chez lui, la question de l'ennui, elle débouche sur la question de la passion, c'est-à-dire que l'homme devant l'ennui de ce monde, il recourt à la passion, et la femme c'est cette passion-là, et on retrouve ça à une passante. La rue attourdissante autour de moi, et cette femme majestueuse qui passe, la femme pour lui, c'est la réponse à l'ennui, c'est la femme qui lui permet la création, et donc qui lui donne ce sens de l'éternité perdue. Voilà. Et bien ici, la passion, elle est imprimée dans cette suite aussi, dans les sœurs de charité, mais Rimbaud semble se détacher de son maître dans cette question-là. Pourquoi? Parce que la femme est présentée d'une manière très dévaluée. La femme est très dévaluée, et je vais très vite à travers les périphrases et les mytonymies. Regarde comment il traite la femme. Mais aux femmes, strophe 4, mais aux femmes monceaux d'entrailles, pitié douce. La femme est présentée par ses entrailles. Tu n'es jamais la sœur de charité, jamais. Ni regard noir, ni ventre odorant, une ombre rousse. Encore une ombre rousse, un bébé, un fœtus. Regarde comment il la traite, comment il la résume. Il résume la femme en pitié douce, morceau d'entrailles, en pitié douce. Ni doigt léger, ni sein splendide. Aveugle, irréveillé aux immenses prunelles. Tout notre embrassement n'est une question, c'est toi qui prends à nous, porteurs de mamelles. Il la résume encore des porteurs de mamelles, même pas des seins. Nous te berçons charmante et grave passion. Nous te berçons, c'est-à-dire tu es une illusion pour nous, tu es incapable. Alors ici, on le voit, il se sépare de son maître tout en reconnaissant à la question de l'ennui
que la question de nuit, naturellement, elle débouche sur la femme, mais la femme, selon lui, est incapable de satisfaire cet idéal de l'homme. Alors après l'action, elle vient de l'action pour lui, elle est nécessaire, la poésie. Il le dit, regardez, quand la femme portait un instant d'épouvante, je reviendrai sur le mot épouvante, amour, appel et vie, chanson d'action. Quelle action? Vient la muse, regardez, oui, où est-ce que lui, il trouve la solution? Comme Baudelaire, mais pas seulement en annulant la femme. Vient la muse verte et la juste ardente, et bien sûr, la muse verte, et vous avez la muse, ça veut dire la création. La muse verte, c'est quoi la muse verte? Bien sûr, les paradis artificiels. La musicalité qu'on retrouve dans Passion ardent, cet dérèglement de sens, cette ivresse qu'on retrouve bien sûr chez Baudelaire, hein, et qui est musicale, mais qui est aussi les hallucinations. La muse verte, vous le savez, c'est l'herbe, c'est cette drogue, c'est cette paradis artificiel qui ont valu le procès des fleurs du mal à Baudelaire sous le règne de Napoléon, le méchant. Alors, et là, ce qui est grave, parce que les intertextes pleuvent dans ce texte, mais je vais m'arrêter là, enfin, je vais dans ce, et leur auguste, c'est-à-dire déchirer leur auguste obsession. Et on retrouve l'obsession. C'est quoi l'obsession? L'obsession, on la retrouve, bien sûr, on la retrouve. Le dernier poème des Fleurs du Mal finit pour l'obsession de Baudelaire. C'est quoi l'obsession? C'est l'appel de la mort, c'est-à-dire l'inconnu. Et on retrouve cet appel, on retrouve aussi une intertextualité que je ne voulais pas approfondir, le rapport que lit ici Baudelaire, à la fois à Pascal. Pascal a posé la question, pour lui la question la plus importante, un roi sans divertissement est un homme plein de misère, c'est-à-dire on est tous face à l'ennui, et que pour Pascal, il faut répondre à l'ennui par la foi, ces espaces qui nous effraient, le silence des espaces qui nous effraient. Pour Baudelaire, ces espaces infinis qui nous effraient, ce sont le lieu de l'absolu. La mort seule est intéressante parce qu'elle est mystérieuse, parce que derrière elle, on ne sait pas ce qui se passe, et donc elle ouvre la voie à l'éternité, à l'absolu. Et on va écouter le poème intitulé « Voyage », qui, à mon sens, a une relation directe avec ce poème à travers le mot « obsession ». Alors, Baudelaire nous dit, 8e strophe de ce poème, « Ô mort vieux capitaine, il est temps, levant l'ancre, ce pays nous ennuie, ô mort pareil en nous. Si le ciel et la mer noirs comme de l'encre, nos cours que tu connais sont remplis de rayons. Et verse-nous ton poison pour qu'il nous réconforte, nous voulons tant ce feu nous brûle le cerveau, plongé au fond du gouffre, c'est ça, c'est-à-dire l'inconnu, la mort, du gouffre, enfer ou ciel, qu'importe, au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. Et nous pouvons retenir l'appel, l'apostrophe « Ô mort, vieux capitaine !»« Ô mort, vieux capitaine !»« Il est temps, levant l'ancre, ô mort, vieux capitaine !» Et très vite, je vais vers le texte de Rimbaud et je retrouve la même apostrophe. « Ô mort mystérieuse, ô sœur de charité !» Et bien avant, la litote. Alors toujours, le strophe 9, alors toujours, beau son dégoût du cercueil, litote. Sans dégoût du cercueil, ça veut dire avec amour du cercueil, au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. Et le vers 10, il confirme qu'il croit aux vastes fins. Les vastes fins, c'est au fond de l'inconnu. C'est cette quête de Baudelaire. Qu'il croit aux vastes fins, rêve ou promenade, immense à travers les nuits des vérités. Et tout est dit, et on retrouve ici l'oxymore, nuit de vérité. Sauf la mort est capable, et appelle en son âme et ses membres malades de voir comment on les appelle intertextes. Moi, je voulais faciliter. L'intertextualité est vieille comme le monde. Elle est intéressante. Elle est didactisée ici dans votre, comment ça s'appelle, une sorte de polycopier. Vous avez encore une démonstration, 2 démonstrations aujourd'hui. Je vous souhaite bon courage. Et donc, voilà, bon courage.